Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly est une plateforme dont je vous ai déjà parlé, je vous en parle plus longuement en fin de vidéo. Il y a quelques jours, Nike a sorti un nouveau modèle de Air Jordan, les Air Jordan 1 Retro High OG Chicago Lost and Found. C'est cette petite merveille. Ça faisait des années que je rêvais d'un modèle de Air Jordan type Chicago et d'ailleurs j'étais dégoûté d'avoir raté l'édition spéciale de Spider-Man. Et surtout depuis ce que j'ai appris qui se passait avec les Ouïghours, j'avais pris la décision de boycotter Nike. Je n'achetais plus du tout de Nike alors que j'ai eu une période un petit peu de sneakers addict. Ouais. J'ai cédé. J'ai cédé, je sais pas quoi vous dire, j'ai un peu honte quoi. Enfin, même beaucoup. Et ça me paraît hyper nul comme phrase par rapport à tout l'enjeu éthique qu'il y a derrière quoi. Alors du coup, est-ce que le boycott que j'ai fait pendant autant de temps avait un sens ? Puisqu'en fait, je boycottais des paires que je voulais peut-être pas vraiment, quoi. À partir de quand on peut vraiment commencer à parler de boycott ? C'est une question qu'on va se poser dans cette vidéo. Mais avant ça, on va se demander à partir de quand on a vraiment commencé à parler de boycott tout court, en fait. Eh bien, figurez-vous que ça vient d'un mec. Charles Boycott. Ouais, Charles Cunningham Boycott. C'est un capitaine qui travaille en 1879 en tant qu'intendant pour un riche propriétaire terrien. C'est-à-dire qu'il gère un domaine, celui de Loft Mask House, dans l'ouest de l'Irlande. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était la grande famine en Irlande à cause du mildiou, qui est un ensemble de maladies liées à un champignon qui vient détruire les récoltes de pommes de terre. Et on mangeait beaucoup de pommes de terre à ce moment-là. Mais Boycott, il va augmenter le loyer des terres du domaine alors que c'est la crise. Et du coup, il va être assez mal vu. Il y a plein d'expulsions, des gens qui doivent quitter leur maison, etc. Du coup, les paysans, ils vont se réunir et ils vont se dire, lorsque quelqu'un rentre dans une ferme dont le précédent occupant a été injustement expulsé, on va éviter cette personne de partout. On va l'éviter dans la rue, dans les magasins, dans le marché, même à l'église. La formule qu'ils utilisent, c'est de créer un implicite code de loi qui vise à ignorer en fait les gens qui bénéficient directement ou indirectement de l'injustice. Charles Boycott va vivre ça, ses employés vont partir, les magasins vont refuser de le servir, etc. Et donc il va finir par quitter le domaine. Plus tard, quand un journaliste américain va interviewer un des organisateurs de cette révolte et lui demander comment on pourrait appeler cette excommunication sociale, l'organisateur va répondre « Et si on disait qu'il s'était fait boycotter ?» Oupsi doupsi. Et en fait, il y a une vraie résonance anglo-saxonne au boycott, comme on le voit déjà avec l'origine du terme. Aux USA, la révolte politique du Boston Tea Party, qui est hyper importante pour le pays, elle vient à la base d'un boycott. C'était le boycott du thé anglais. Au Royaume-Uni, il y a eu un grand travail sur l'opinion publique pour abolir l'esclavage. C'est passé par le boycott des produits issus du travail des esclaves dans les colonies, comme le sucre, le rhum ou le coton. Et c'est grâce à ça que les Britanniques ont voté l'abolition de l'esclavage en 1833 de manière assez précoce. C'est ce qui fait que Monroe Friedman dit que le boycott is as American as apple pie. Donc aussi américain que la tarte à la pomme. Ça a aidé aux améliorations de salaire, aux conditions de travail, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez courant aux States, de la même manière que nous, on a les grèves et les manifs, par exemple. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de se demander d'où viennent ces différences culturelles. Eh bien, pour Flor Trotman, académicienne sur les sciences politiques, ça vient notamment de la religion. En fait, la culture protestante met un plus grand accent sur la responsabilité individuelle. C'est un petit peu seul face à Dieu. Ce n'est pas à l'État d'agir, mais à l'individu lui-même. Alors il y a d'autres auteurs qui disent qu'on ne peut pas réduire ça à ça, qu'en fait... il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, etc. Donc c'est assez difficile à déterminer. Mais dans tous les cas, si on compare par exemple la Suède d'influence protestante et le Portugal d'influence chrétienne, eh bien les Suédois, ils pratiquent le boycott à 55% et les Portugais à seulement 3%. Après, même au sein d'un seul pays, il peut y avoir différents blocs. Par exemple, en France, celles et ceux qui pratiquent le boycott, c'est généralement des jeunes gens aisés, éduqués et de gauche. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Ingrid Nystrom et Patricia Vendramin dans un livre qui s'appelle « Le boycott ». Il y a Internet évidemment qui joue aussi. Internet va entraîner une individualisation dans les choix, puisque l'engagement et le militantisme vont se détacher des sociabilités géographiques, familiales ou locales. En gros, ça veut dire qu'on peut s'investir dans un boycott sans le faire avec les gens qu'on fréquente généralement. Alors c'est une individualisation qu'on a l'habitude de voir sur plein de sujets, notamment des sujets qu'on aborde sur cette chaîne, mais là, le boycott, c'est une autre manière qu'elle a de s'exprimer. Mais un autre truc qui est intéressant avec le boycott, c'est que ça fait vraiment un lien entre l'individu et la collectivité. Parce que c'est un acte qui est individuel, librement choisi, mais qui l'est souvent pour une cause qui, elle, va être collective. Et c'est ça qui pousse le sociologue allemand Ulrich Beck à dire que le boycott peut être mobilisé comme un contre-pouvoir. Celui de la société civile, potentiellement
mondiale. Et un exemple de ça, c'est la défense de Wikileaks par le groupe de hackers Anonymous en 2010. En gros, Wikileaks, que vous connaissez sûrement, c'est une plateforme où des lanceurs d'alerte comme Julian Assange ont dévoilé des documents sur des scandales de corruption ou des violations de droits de l'homme. Et cette plateforme, elle fonctionne avec la contribution des internautes. En gros, des dons. Sauf que PayPal a tout simplement bloqué leur compte. Et donc, ils ont neutralisé leur source de revenus. En réaction à ça, les Anonymous, évidemment, ils ont lancé une attaque, mais surtout, 6 mois plus tard, ils ont fait un appel au boycott de PayPal. Eh bien, ça a provoqué en 24 heures 9000 désinscriptions des 4 coins du monde et 1 milliard de chiffre d'affaires de moins pour eBay, qui est la maison mère. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce boycott a fonctionné. Eh bien, si on s'intéresse à Nystrom et Vendramin, ou Vendramin, en tout cas les 2 autrices du livre Le Boycott, elles nous disent qu'une action collective réussit quand elle parvient à 1. Nommer un problème, 2. Attribuer des responsabilités, 3. Désigner une cible, et 4. Mobiliser des affects. Alors, je me rends compte qu'on voit pas du tout en fait derrière le micro, mais vraiment j'en étais à 4. Je vous assure, j'ai fait 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire 4 comme ça. J'ai hésité à un moment. Je trouvais que ça, c'était pas très pratique. Avec ce doigt-là, c'était pas foufou. Donc voilà, ces 4 éléments, et ça peu importe si on est dans une action à l'échelle internationale ou bien au contraire très locale. Par exemple, en décembre 1955, lorsque Rosa Parks est arrêtée à Montgomery parce que dans le bus, elle refuse de céder sa place à une personne blanche, il y a un programme d'action qui est créé par plusieurs pasteurs afro-américains, dont le King Martin Luther. Des tracts sont distribués pour encourager les gens à ne pas prendre le bus, sachant que la population noire représente 80% des usagers du bus. Le 5 décembre, le boycott commence et la circulation entière de la ville est réaménagée. Des points de ramassage sont construits, il y a des usagers qui prennent leur voiture et qui en fait font le taxi. Tout le monde fait du stop et ceux qui vraiment n'ont pas le choix, ils se découragent pas et ils marchent. Le boycott va être maintenu pendant 13 mois et le 20 décembre 1956, la Cour suprême déclare que la ségrégation dans les bus est contraire au 14e amendement. Donc dès le lendemain, le 21 décembre, les choses reprennent leur cours et de manière assez symbolique, c'est Rosa Parks et Martin Luther King qui font partie des premiers à aller s'installer dans le bus, dans les sièges qui étaient avant réservés aux Blancs. Donc cette action, elle a pu faire évoluer la Constitution. Elle a nommé un problème, elle a désigné une cible, elle a agi de manière très locale et sur un temps long. Et là, encore une fois, vraiment, j'avais mes doigts, je comptais, vraiment. Donc là, c'est une victoire de boycott vraiment concrète, mais est-ce qu'elles ont toutes besoin d'être comme ça? Eh bien, pour Nystrom et Vendramin, il y a un autre critère du succès du boycott, c'est faire évoluer l'opinion publique. C'est permettre à une vision des choses de s'imposer sur un plan symbolique. Alors si on prend ce critère, est-ce que du coup, qu'on décide de regarder ou non la Coupe du Monde, le boycott de celle-ci n'est pas déjà un succès? Ça fait des mois qu'on parle de la portée politique de ce choix. Pour rappel, il y a 4 ans, ça se passait en Russie et la réflexion n'était pas du tout allée aussi loin, quoi. Aujourd'hui, en France, c'est assez probable que tout le monde soit au courant, ou presque, qu'il y a des problèmes à faire cette Coupe du Monde au Qatar. Là où c'est important, et pourquoi on pourrait dire que ça pourrait presque suffire comme critère de succès du boycott de la Coupe du Monde du Qatar, c'est quand on s'intéresse aux raisons qui font que le Qatar a voulu organiser la Coupe du Monde. Sa raison, c'est le soft power. C'est un concept du politologue Joseph Nye, et en gros, c'est la capacité d'un pays à pouvoir influencer les autres sans passer par la force. Par exemple, l'un des moyens que les États-Unis ont pour exercer leur soft power, c'est le cinéma, quoi. C'est grâce à Hollywood qu'on a l'impression que les États-Unis, c'est hyper stylé, que la culture américaine, elle est cool, que c'est un pays qui fait rêver, etc. Ça renforce l'image positive des États-Unis qu'on pourrait avoir. Le Qatar, c'est un pays qui est très riche, qui a beaucoup de ressources, notamment en pétrole et en gaz sur son territoire. Et donc du coup, ils ont massivement investi ces dernières années dans le soft power. Ils l'ont fait notamment par le sport, en rachetant le PSG en 2011 et en le transformant en club hyper puissant. Ou bien ils l'ont fait aussi en sponsorisant des maillots qui sont assez célèbres. Donc si on considère que l'enjeu de la Coupe du Monde, c'est un enjeu de soft power, c'est pas déconnant de dire que le boycott, il a déjà marché, quoi. Parce qu'en fait, l'image du Qatar, elle a pris un sacré coup, quand même, depuis l'organisation de la Coupe du Monde. Mais qu'on la regarde ou non, la Coupe du Monde, elle aura lieu. Donc est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il y a de politique à faire, c'est soit d'allumer ou d'éteindre sa télé? Pas forcément. On le voit d'ailleurs quand on regarde les principaux acteurs de la compétition, notamment donc les footballeurs, depuis le début, il se passe pas mal de choses. Eux, ils sont au cœur de cette ambivalence et de ce malaise-là. Par exemple, les joueurs allemands, ils ont mis leurs mains devant leur bouche en signe de protestation du fait que la FIFA leur a interdit de porter un brassard One Love en soutien à la communauté LGBTQ+. Les joueurs iraniens, eux, ils ont décidé de ne pas chanter leur hymne d'avant-match en soutien aux protestations contre leur gouvernement. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'Iraniens, c'était pas assez, et c'est pour ça qu'on a des images en Iran d'Iraniens qui fêtent plutôt les Anglais. Mais je crois que le pire, c'était le speech du président de la FIFA en termes de
d'ambivalence et de malaise. Là, vraiment, je sais pas si vous avez vu ce speech. Today I feel Qatari. Today I feel gay. Today I feel disabled. Vraiment malaisant. Mais tout ça pour dire qu'il y a une lutte politique qui est toujours là et qui se passe sur le terrain aussi. Et cette ambivalence, nous, on la ressent aussi chez nous, quand on discute de boycott, pas boycott, avec nos potes, etc. Et ça, c'est très bon signe, en fait. Ça veut dire que notre conscience, elle est en alerte quand c'est nécessaire et que ça nous pousse à la réflexion. Qu'on boycotte ou non. Maintenant, si on doit revenir précisément au boycott de la Coupe du Monde en France, soyons honnêtes un instant, genre des gens qui vraiment kiffent la Coupe du Monde, et je parle pas juste de l'ambiance dans les rues, dans les bars, etc. avec les potes, non. Je parle de vraiment des gens qui surkiffent le foot, genre foncièrement, qui adorent ça, qui attendent la Coupe du Monde régulièrement, enfin tous les 4 ans, etc. Comme des oufs, et qui la boycottent, c'est extrêmement rare. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais c'est assez rare. En tout cas dans mes cercles. Vous n'êtes pas obligé de venir en commentaire me dire que vous le faites. Je vous crois. Là, je vous parle de ce que j'observe, moi, dans mes cercles, etc. En fait, pour boycotter, il faut que dans la balance des envies, l'envie d'être en accord avec ses principes et sa morale soit plus fort que l'envie de regarder le match ou d'acheter des Air Jordan. En fait, c'est qu'une question d'envie. Alors, il y a du renoncement dans le boycott, c'est sûr, mais en fait, c'est de l'envie du renoncement qui s'oppose à l'envie de l'objet du renoncement. C'est l'envie qui est à la source même de nos actions. Si on boycotte quelque chose, on le fait pas par sacrifice ou quoi, on le fait par envie. Envie d'être en accord avec soi, envie d'être validé par une communauté, envie de vouloir un monde meilleur, peu importe. Mais c'est de l'envie. J'ai dit envie, j'aurais pu dire désir, peut-être même passion. C'est un peu ce qu'explique David Hume quand il dit que la raison est l'esclave des passions. On peut avoir par exemple l'impression que dans le choix d'un verre d'alcool, qui serait le verre d'alcool de trop, la raison, ce serait de ne pas prendre ce verre, donc ne pas le prendre, c'est l'action raisonnable, et boire ce verre, c'est l'action déraisonnable. Sauf que pour Hume, c'est une erreur de penser comme ça. La raison, elle est omniprésente. Mais la raison seule, elle ne nous pousse jamais à agir. C'est la passion qui le fait. Quand on refuse ce verre, et ben en fait, notre passion brutale pour l'ébriété, elle s'est faite vaincre par une passion plus calme, qui est une passion pour la santé ou une passion pour le contrôle. La passion ou le désir et la raison ne sont pas en opposition. Le premier, donc la passion ou le désir, détermine ce que l'on veut, et la raison, ça nous aide à y arriver. Du coup, un vrai boycott, c'est très difficile, voire impossible, parce que celui ou celle qui boycotterait, c'est-à-dire qu'il peut le faire, et donc ça veut dire qu'il a un choix. Là où celui ou celle qui est passionné de foot ou qui veut absolument sa paire de chaussures n'a pas la sensation d'avoir le choix, parce qu'il ou elle n'a pas le désir du renoncement, il n'a que le désir de l'objet. Donc même si c'est le même mot, en fait, les deux boycotts, ils impliquent pas du tout la même réalité. Pour le dire hyper simplement, c'est beaucoup plus facile de boycotter la Coupe du Monde quand on s'en tape du foot. C'est pour ça que pour ma part, j'ai du mal à juger un boycott. Dans le titre, j'ai mis boycott hypocrite pour être un petit peu provocateur. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tous les boycotts sont quelque part hypocrites, puisqu'ils répondent tous à une envie plutôt qu'à une frustration. C'est pour ça qu'une option que je préfère personnellement, c'est le boycott. Vraiment, c'est un terme qui existe et que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. C'est tout simplement l'inverse. Et je trouve ça au moins plus direct. C'est l'action de consommer un truc parce que c'est éthique. Par exemple, et vous risquez de trouver ça idiot et j'ai un peu peur de votre réaction, mais je suis dans la confession. De toute façon, j'ai commencé en vous disant que j'ai acheté des Air Jordan. Donc je vais continuer ma confession. Bon, je vais quasiment jamais au McDo. Mais quand McDo sort des burgers végétariens, ça arrive de temps en temps, et ben j'y vais quasiment une fois par semaine et j'achète un burger végétarien. Mon but à mon échelle, c'est d'augmenter les ventes du burger végétarien pour que après McDo se dise « Ah, le burger végétarien, ça marche bien, etc. On va le laisser à la carte toute l'année. » Voilà, c'est ma stratégie. L'idée, c'est d'aligner ses convictions avec son envie, plutôt qu'aligner ses convictions en freinant une envie. Et comme j'ai souvent faim et que je suis végétarien, c'est assez facile. J'espère que cette vidéo, en réaction un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment, vous aura plu. Je trouvais que c'était important de parler de ce sujet parce que c'est un peu dans les discussions autour de moi, etc. Et peut-être que cette vidéo va alimenter ces discussions. C'est son but, elle n'a pas d'autre prétention que ça. C'est-à-dire recontextualiser le boycott et peut-être donner des pistes de réflexion un petit peu plus philosophiques autour de ça, autour du boycott. Parce qu'en fait, c'est une notion qui touche à des choses qui sont hyper profondes, c'est-à-dire tout simplement le désir, quoi. Donc ce qui nous anime en premier lieu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Et encore désolé pour mes Air Jordan. Et avant de vous dire au revoir, un petit mot sur le sponsor du jour, je vous récupère juste après. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est une plateforme qui vous permet d'améliorer votre anglais conversationnel. En gros, c'est une plateforme qui va vous mettre en lien avec différents tuteurs. Alors, c'est hyper pratique parce que vous pouvez choisir votre tuteur en fonction de l'accent, par exemple. Si vous voulez un tuteur avec l'accent anglais ou l'accent australien ou l'accent américain, suivant ce que vous avez à faire, ou bien vous pouvez aussi choisir en fonction de certaines thématiques. C'est très pratique quand on veut par exemple préparer un voyage. On sait que voilà, l'accent australien, il est peut-être un peu différent de l'accent américain. Et ben on va avoir des conversations avec un tuteur australien, etc. C'est aussi utile pour préparer des examens, mais aussi par exemple des entretiens, où on peut en discuter avec le tuteur, etc. Vous pouvez aussi choisir, comme je vous le disais, des thématiques de conversation, par exemple parler de séries, ou bien parler de parentalité. Là encore, ça peut être utile si vous voulez progresser dans un certain domaine assez précis par rapport à votre job ou par rapport à un projet personnel qui vous tient à cœur et que vous comptez faire. Tous les tuteurs sur le site sont des anglais natifs, donc en fait, c'est des vrais bilingues, etc. Il n'y a pas de débat et de problème là-dessus. Donc voilà, au lieu de regarder peut-être 1 ou 2 matchs de la Coupe du Monde, on peut améliorer son anglais conversationnel, histoire d'être prêt pour la prochaine World Cup. C'est Coupe du Monde en anglais, évidemment. Aussi pour le Black Friday, le vendredi noir, ils font leur plus grosse promotion puisque c'est moins 60% sur un abonnement de 12 mois. Donc c'est la plus grosse promo de l'année, c'est maintenant. Et après, il faudra attendre peut-être 1 an pour y avoir accès de nouveau. Vous pouvez la choper avec mon code promo que je mets juste ici. J'ai demandé à ce qu'ils mettent Cyrus Alright, parce que dans les Êtes-vous des merdes, je fais souvent Alright. Mais je ne sais pas s'ils ont mis ce code. Voilà, si c'est autre chose, ça sera affiché là. Et si c'est ça aussi, ça sera affiché là. Dans tous les cas, ça sera affiché là. J'ai eu plusieurs retours positifs de votre part, de ceux qui ont utilisé Cambly, etc. Parce que ça fait longtemps que j'en parle dans mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça plaira à d'autres personnes. Et je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo qui est un petit peu sortie au dernier moment et ils ont été hyper réactifs. Donc ça défonce, c'est cool d'avoir des partenaires comme ça. Merci. Love, peace. Ciao.